Bonsoir, vous suivez le 20h sur la RTNC. En voici les grandes lignes. Premier tête-à-tête entre le Premier ministre sortant Samalou Konde et la nouvelle chef de l'exécutif central Judith Suminwa. Ceci présage déjà la remise de reprise qui se prépare et la nomination prochaine de nouveaux membres du gouvernement. Et puis, 1000 maisons en pleine construction dans la commune de Mongafula, une promesse du chef de l'État congolais aux sinistrés des inondations de ce coin de Kinshasa qui se matérialise sous la supervision de l'ACOPRIM, l'agence congolaise des promotions immobilières. Et désengorgement des prisons congolaises, le temps est donné au centre pénitentiaire de Makala. À Kinshasa, une deuxième vague des détenus sont libérés. Ce processus permettra de réduire la population carcérale de cette institution. Voilà, et comme je l'ai dit dans les titres, j'ai noté d'elle un caractère de discipline dans le travail. Ce ne sont pas mes mots, ce sont plutôt ceux précis du Premier ministre sortant à l'issue d'une séance de travail de 2 heures avec la nouvelle chef de l'exécutif central. Ce tête-à-tête qu'ils ont eu présage une prochaine remise de reprise. Déjà, les deux hommes d'État, Samalou Konde et Judith Suminwa, ont collaboré sur des dossiers majeurs. Françoise Bouelabaki, Pompoumba. Pendant 1 an, les deux personnalités ont eu à collaborer sur de nombreux dossiers liés aux réformes, climat des affaires, cadre macroéconomique et autres pour la bonne marche du gouvernement. En ce moment où la nouvelle première ministre Judith Suminwa Tuluka constitue son équipe, quoi de plus normal avant la reprise avec son prédécesseur Jean-Michel Samalou Konde Kyenge de tenir cet échange. Mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à Madame la Première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on s'entend pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Dans plusieurs camps politiques, cette nomination a créé un effet surprise. Le chef du gouvernement sortant reste lui marqué par les qualités de la personne qui le remplace. La première ministre avec laquelle j'ai eu à collaborer au sein de mon gouvernement comme ministre d'État et ministre de Plan, et a été quelqu'un avec qui d'abord nous avons eu une très bonne collaboration, tout le temps que nous avons eu à travailler ensemble. Mais je crois que ce que moi j'ai noté, c'est d'abord un caractère de discipline dans le travail, mais surtout beaucoup de technicité de par son parcours et surtout beaucoup de professionnalisme. Je reste convaincu que du fait d'avoir été non seulement en contact avec des institutions internationales, mais aussi d'avoir été vraiment sur le terrain ici, particulièrement avec tous ces programmes que nous avions à la base, ça lui donne vraiment une bonne assise pour avoir palpé vraiment du doigt sur le terrain ce qui sont les difficultés et comment les appréhender, mais surtout de rester aussi un interlocuteur valable pour toutes ces institutions pour lesquelles nous sommes en programme et pour lesquelles nous sommes dans des grands échanges. Je reste vraiment convaincu que ces atouts vont lui permettre d'être encore plus à la hauteur de sa tâche. C'est clair que la machine se met en place pour étoffer la composition de la nouvelle équipe gouvernementale et s'attaquer aux urgences du pays. Le PNUD a été une grande école pour la nouvelle Premier ministre. Ses anciens collègues parlent d'une personne rigoureuse, professionnelle et d'une bonne technicienne. Le premier à en témoigner, c'est le représentant résident du PNUD. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le chef de l'État pour cette décision historique de mettre une femme à la tête du gouvernement de la RDC. Cette décision qui est par ailleurs très audacieuse est vraiment un grand pas vers la réalisation de l'égalité des sexes ici et ça va inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain. Je vais vous donner l'anecdote. Tous les jours qu'on avait des grandes réunions,
elle commençait par passer par une boulangerie de la place pour acheter des croissants et amener aussi parfois aussi des canettes de boissons sucrées pour nous mettre à l'aise avant la réunion. Elle ne peut pas manger dans un restaurant et laisser le chauffeur qui le conduit à côté. Elle offre un plat. Elle vient, elle ne te trouve pas souriant, elle prend la peine de te demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc elle a les qualités professionnelles, elle a les qualités humaines. Et moi je pense que c'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir pour cette première de la RDC, avoir une femme au sommet. J'ai été engagée comme chauffeur au PNUD grâce à l'implication de maman Judith Sulinoir, une femme toujours humble et au service des autres. Que cette nomination nous serve de leçon. Dieu élève les hommes et rabaisse les orgueilleux. Une femme à la tête du gouvernement, la masculinité positive, une représentativité remarquable des femmes dans les instances de décision, c'est la toile de fond du briefing de presse du gouvernement hier mercredi, un échange co-animé par 3 membres du gouvernement, je cite Eve Bazaïba de l'environnement, Roger Kamba de la santé et Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Extrait. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral, à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes. L'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il ne faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral où il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais. Pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Merci et bonne soirée chez vous.
Patrick Mouya Katembe, porte-parole du gouvernement, répondait donc aux questions des journalistes sur des sujets brûlants d'actualité. 6 000 enseignants seront bientôt à la retraite. L'Agence française de développement veut accompagner le processus. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a abordé la question lors d'une séance de travail avec une délégation de cette agence. Nadine Kilocho, Cédric Kenina, Moké Malouma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu en audience la délégation de l'Agence française de développement AFD en sigle le mercredi 3 avril 2024. Apportant son apport et soutenant l'élan déjà amorcé par le gouvernement congolais dans le processus de la mise à la retraite à visage humain des agents et cadres de l'administration publique, les échanges avec la délégation de l'AFD étaient centrés autour de la question de la mise à la retraite de 6 000 enseignants ainsi que leur prise en charge directe par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP. À cela s'ajoutent d'autres questions avant la réforme de l'administration publique. Nous avons évoqué un peu différents sujets, mais plus spécialement le sujet qui touche la question de la formation des enseignants, que nous traitons également avec le ministre de l'Éducation. Mais là, c'était la mise en retraite des enseignants. Pas simplement les mettre à la retraite, mais il y a également le suivi. Nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs et c'est la question qu'on était venu traiter. En renouant les contacts avec les partenaires et en maintenant les passerelles de collaboration, cela a permis à l'administration publique congolaise de bénéficier de l'expérience des autres, mais aussi partager son expertise. Les pluies de janvier dernier les avaient ruinés. Les hommes de bonne volonté ont répondu à l'appel du gouvernement de la République et ce jeudi, devant la commune d'Engaliema, le geste éloquent fait par l'église des Saints des derniers jours, ce dont distribué aux ménages concernés par le sinistre. Edith Chala. 460 ménages au total de la partie ouest de Kinshasa touchés par les inondations au mois de janvier dernier, réunis à l'esplanade de la maison communale d'Engaliema, viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire faite de vivres et non-vivres, dont de l'église du Christ des Saints des derniers jours. En présence de Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, qui a adressé un message de réconfort aux sinistrés et de gratitude aux représentants de l'église donatrice. Il y a un peu de haricots, un peu de riz, d'huile, des poissons salés et des pagnes pour les mamans. Si l'on constate un manque, nous reviendrons pour rencontrer les besoins de chacun. Cette assistance humanitaire est la suite logique de l'appel de solidarité nationale lancé par le gouvernement au cours d'une soirée organisée par la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes au fleuve Congo Hôtel. 1000 maisons en pleine construction dans la commune de Mongafula, une promesse du chef de l'État congolais aux sinistrés des inondations de ce coin de Kinshasa qui se matérialise. Les travaux avancent plutôt vite, constat des autorités de l'agence congolaise des promotions immobilières, ACOPRIM, qui ont inspecté ces constructions. Jacques Méji. 1000 maisons vont sortir de terre dans la commune de Mongafula incessamment. Financé par le gouvernement central à plus de 43 millions de dollars américains sur le site de Mukilango. Les travaux de construction de logements sociaux décents évoluent à pas de géant. La société contractante turque Milvest est sérieusement à pied d'œuvre. Le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière, Mika Kayemba Mukeba, a inspecté les travaux en cours de réalisation pour s'assurer que tout est fait selon les normes et les clauses contractuelles. Il était accompagné du DGA, Léopold Mouyembe, et des techniciens de l'ACOPRIM. La délégation a été accueillie par Akan Gunel, directeur de projet. L'agence congolaise des promotions immobilières joue ici pleinement son rôle de maître d'ouvrage délégué. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une pluie diluvienne dans la ville de Kinshasa, et particulièrement dans la commune de Mongafula Matadi Kibala. Cette pluie a fait près d'une centaine de victimes et il y a eu beaucoup de maisons emportées. Et pour ce faire, lorsque son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visité les sinistrés. Il leur avait fait une promesse qu'il va résoudre leurs difficultés. Il y a un déficit criant de logements de notre pays. On devait résoudre les problèmes des sinistrés, mais aussi une autre catégorie qui sera définie par le gouvernement pourra bénéficier de ces logements. Sur ces sites, il y a deux types de maisons. Donc il y a 500 logements. Il y a les types de 3 chambres, salon et dépendants et le type de chambres, salon. La durée de travaux est de 7 mois avec un pourcentage élevé de la main-d'œuvre locale. Et il y a également cette conférence nationale dénommée Women Mining DRC, WIM DRC, ouverte mercredi. Donc ces femmes évoluent dans les secteurs des mines. Commentaire en images. Au nom de son Excellence Madame la Ministre nationale du genre, famille et enfants, je déclare ouverte la conférence nationale Women Mining DRC qui s'étend du 3 au 5 avril. C'est en ces termes que le représentant de la ministre nationale du genre a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la conférence nationale Women in Mining DRC, WIM DRC, sur les alternatives socio-économiques à l'exploitation minière artisanale. Plusieurs panélistes se sont succédés durant cette conférence, panélistes constitués majoritairement des femmes, abordant des sujets tournant autour du thème principal. Madame Dorothée Massélé, présidente du WIM DRC. Aujourd'hui, nous avons une femme première ministre et nous souhaitons que le Seigneur lui donne toute la sagesse et l'intelligence et qu'elle puisse entourer aussi des femmes pour que la femme et les hommes soient à un équilibre égal et amener notre pays vers le développement. Cette conférence très animée a connu également la participation de la représentante du gouverneur du Lualaba, des ministres provinciaux du genre, celle du Lualaba et du Haut-Katanga, ainsi que du président de la Chambre de mines et le chef du projet BGR, Michel Morita. Depuis 2022, nous avons également intégré les questions de genre dans notre projet en RDC, en partenariat avec le ministère des Mines et Women in Mining, afin de promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes dans le secteur minier. Pour le président de la Chambre de mines, Louis Watoum, l'initiative de WIM DRC est à encourager. Lorsque des femmes impliquées dans le secteur minier apportent des initiatives pour voir comment non seulement améliorer les conditions de travail, je crois que même la Chambre a intérêt à s'asseoir et à écouter. Notez que cette conférence nationale WIM DRC, dont les assises se tiennent à Lubumbashi depuis ce mercredi 3 avril 2024, a connu l'appui financier et technique de la coopération allemande à travers le projet de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles, BGR. La situation sociale du personnel de l'Office national des produits agricoles du Congo, secteur Sud Kivu, le trafic illicite du café dans cette province, ce sont là les quelques points qui ont motivé le déplacement de la directrice générale de l'ONAPAC dans cette partie du pays. Mimi Monga s'est imprégnée du problème pour des solutions appropriées. Marthe Mangaza. Après Goma, dans le Nord Kivu, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga Numbi, s'est rendue à Bukavu, capitale du Sud Kivu, où une délégation composée des agents et cadres de l'Office national des produits agricoles du Congo, Sud Kivu, l'attendait au port Yehoussi. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel de son entreprise ainsi qu'avec les opérateurs du secteur agricole pour évaluer la production des produits pérennes. Ma présence ici s'inscrit dans le cadre d'abord de la prise de contact avec le personnel. On n'a pas que Kavu Sud Kivu, mais aussi une prise de contact avec tous les opérateurs du secteur en vue d'évaluer le secteur des produits pérennes dans les sites. Dans le but de s'imprégner du bon fonctionnement de l'usine de traitement du café, la patronne de l'ONAPAC a visité les différents compartiments et reçu les explications y afférentes. Il s'en est suivi d'une séance de travail avec les agents et cadres qui lui ont présenté la situation sociale au sein de l'entreprise et le trafic illicite du café auquel l'entreprise est confrontée. Nous avons échangé avec les cadres agents qui sont exceptionnels, très motivés, professionnels, mais les problèmes sont aussi énormes. Nous sommes en train de voir, après cet échange, comment trouver des pistes de solutions de sortie de cette crise. De leur côté, les retraités ont également eu l'occasion de présenter leurs desiderata à Madame la DG au cours d'un échange qu'ils ont eu avec elle.
Femme au grand cœur, Mimi Mwanga ne pouvait pas terminer son séjour de travail à Bukavu sans rendre visite aux femmes internées au centre de santé de l'ONAPAC, pour qui elle a honoré des factures de frais d'hospitalisation. Madame Mimi Mwanga n'a pas oublié les personnels féminins de l'ONAPAC Sud Kivu à qui elle a offert des paniers. L'utilisation des pesticides de synthèse pour désinsectiser les plantations peut avoir des conséquences sur la santé. Ceci a fait l'objet d'une conférence débat à Kinshasa. Il y a également été question de la promotion des alternatives en faveur d'un avenir sain pour les générations actuelles et futures en RDC. Bessie Amani, Joséphine Liondo. C'est devant une assistance hétérogène que le Médecins du Monde, une organisation internationale qui milite pour la défense d'un système de santé juste et universel, ont organisé une conférence débat sous le thème « Agissons contre les méfaits des pesticides synthèse et optons pour des alternatives en faveur d'un avenir sain pour les générations actuelles et futures ». Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les maraîchères et maraîchers sur les méfaits de l'usage des pesticides chimiques dans la production agricole, sur la santé des consommateurs et consommatrices, ainsi que la pollution de l'environnement. Le professeur Papi Bokena exhorte les maraîchers et les consommateurs à prendre conscience sur les méfaits des pesticides chimiques sur la santé. Il faut sensibiliser les consommateurs pour qu'ils comprennent les bienfaits, les bienfaits des produits entre guillemets sains ou les produits bio. Il faut aussi appuyer les agriculteurs. Ces maraîchers que vous avez vus dans la salle et les maraîchères ont besoin d'un appui continu. Le docteur Patrick Lusala en appelle au changement des pratiques pour une culture saine. Les maraîchers et la communauté de Kinshasa ne se retrouvent pas protégés puisqu'il y a trop de produits prohibés qui circulent et qui conditionnent l'usage dans la production maraîchère. Maintenant, le monde compte renforcer les questions de plaidoyer. Et les questions de plaidoyer viennent en plus de la réponse santé, comme vous avez parlé, mais aussi du renforcement des capacités. Cette conférence a été financée par Postmas, partenaire du projet de promotion de la santé des maraîchers, consommateurs et de protection de l'environnement. Projet piloté par Caritas Kinshasa. La Cour constitutionnelle a fêté ses 9 ans d'existence, l'occasion d'envisager les perspectives d'avenir au cours d'une conférence animée par des scientifiques. Parmi les orateurs, on retient le professeur André Mbata. Le débat a tourné autour de l'évolution de la condition de mobilité du juge constitutionnel congolais. Robert Ndaye, reportage. 4 avril 2015, 4 avril 2024, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a totalisé 9 ans d'existence. À la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, l'heure est à la réflexion. Ce 4 avril 2024, une conférence débat a été organisée à l'initiative de Maître Kiyombo Makonga, Janvier Lemaire, assistant et doctorant à la faculté des droits de l'Université de Lubumbashi, chercheur en droit constitutionnel, avec comme orateur le professeur André Mbata Betoukoumé Somangou, professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, qui a développé le thème « La Cour constitutionnelle et la consolidation de l'état de droit démocratique, perspective africaine ». Pour lui, 9 ans après, il y a lieu de s'arrêter et faire le bilan. Aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire. C'est la fin du mandat de 9 juges de la Cour constitutionnelle. Il fallait qu'on réfléchisse sur ce qui a été fait au niveau de la Cour constitutionnelle et ce qui reste à faire. Nous avons estimé que la Cour constitutionnelle joue un très grand rôle dans notre pays en ce qui concerne la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Cet anniversaire arrive à la confluence de plusieurs événements politiques en République démocratique du Congo. Le traitement des contentieux électoraux est en cours à la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale est sans bureau définitif. Les élections sénatoriales sont en cours d'organisation. Les tout mis ensemble complexifient la situation. La date du 4 avril, elle est symbolique. Et aujourd'hui, le 4 avril 2024, expire le mandat de 9 ans qui est prévu par la Constitution du 18 février 2006. L'assistant Janvier Lemaire est revenu sur l'évolution de la condition de mobilité du juge constitutionnel congolais. Cette conférence devant les étudiants de l'Université de Kinshasa
pose des questions pertinentes sur l'avenir de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Votre indulgence pour la qualité sonore de ce reportage. Et puis la prison centrale de Makala connaît une surpopulation carcérale au même titre que d'autres maisons d'arrêt en province. Après la libération de 69 détenus dont les dossiers étaient éligibles, le procureur général près le parquet de la Cour de cassation a présidé une seconde cérémonie de libération, cette fois-ci de 94 détenus, une façon de désengorger ces lieux de détention. Yvette Mankoutima pour des détails. Ils recouvrent la liberté, mais en cas de récidive, ils y retourneront pour purger de peines beaucoup plus lourdes. C'est la deuxième vague de libération des détenus à la prison centrale de Makala, dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral. Le procureur général près le parquet de la Cour de cassation, Firmin Vondemambo, qui a présidé cette cérémonie, évoque les critères pour bénéficier de cette grâce. Il s'agit, selon ses propos, des cas bénins. 109 libérés la dernière fois, 94 aujourd'hui et 250 un peu plus entre-temps, entre la fois passée et aujourd'hui. 357 prévenus libérés en une semaine. Je suis ravi parce que le travail de la commission a donné un plus à ces libérations qui se font. Donc nous avons un peu assoupli les critères pour tâcher de trouver un nombre assez grand de personnes qui vont être libérées. Les cas libérés, ce sont des cas où les victimes sont désintéressées, ce sont des cas où les prévenus eux-mêmes se sont amendés, ce sont des cas où nous trouvons qu'avec leur libération, il n'y a plus de troubles sociaux dans la vie, donc une opportunité de poursuite. Ce sont ces différents cas qu'on peut juger bénins. Le même travail se fait à l'intérieur du pays. La prison centrale de Makala, étant le premier site en surpopulation carcérale, bénéficie d'une attention particulière de la commission en charge des traitements des dossiers qui, du reste, s'est fait avec minutie. Par ailleurs, cette opération concerne également d'autres lieux de détention en province. Communiqué du ministère des Finances à la bonne attention des opérateurs économiques de la ville-province de Kinshasa, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le comité de pilotage pour la vulgarisation du système comptable OADA en République démocratique du Congo, COPIL Cisco OADA, organise une campagne de sensibilisation des opérateurs économiques au dépôt obligatoire des états financiers aux échéances du 30 avril à la Direction générale des impôts DGI en annexe à leur déclaration fiscale et du 30 juin au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, pour la production de la centrale des bilans. Une journée de sensibilisation sur ce projet est prévue pour le lundi 8 avril 2024 à 10h dans la salle de conférence de Rotana Hotel. Tous les opérateurs économiques de la ville-province de Kinshasa sont vivement invités à y prendre part. Et en marge de la célébration de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, il s'est ouvert à Kinshasa le mercredi 3 avril, la première semaine culturelle de la conscience africaine organisée par la maison dénommée Emivac à Lembikaï. Selon l'initiateur de ces grands projets, Pichou Matosilwa, ces activités s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la vision des grands penseurs panafricanistes Simon Kimbangu. Pour lui, la meilleure façon de célébrer la date d'ici avril, dédiée au combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine en République démocratique du Congo par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est vulgariser sa pensée et sa vision pour l'Afrique. C'est dans cette logique que l'entreprise pour la mise en valeur de la culture, art et services, Emivac va organiser plusieurs manifestations pour faire connaître la dimension panafricaniste de Simon Kimbangu du 3 au 13 avril. À la séance d'ouverture, plusieurs documents et œuvres musicales mettant en valeur les combats de cette icône de l'éveil africaine ont été projetés. Dans son exposé, l'écrivaine Gaski Tengebalela s'est penchée sur l'éveil et réveil de l'Afrique en s'appuyant sur les grands penseurs africains. Jean Chakachi Pamba a eu l'honneur de présenter l'auteur du livre Kimbangologie, professeur Robonette Kambonako, qui retrace les parcours et la vision de ces grands hommes d'Afrique, Simon Kimbangu.
Un livre porté sur les fonds baptismaux par le directeur général de l'IEC Matadi. Il s'en est suivi la présentation des trophées de la conscience africaine de l'artiste Jonathan Kangou qui sera décerné au chef de l'État pour avoir immortalisé les combats de Simon Kimbangu. Michel Tamouzi était notre interprète de Malentendant. Fin de ce journal, rédigé par Nana Nawej Kayongo et réalisé par Yolande Voka. Anita Luambwa vous livrera la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.